Ok, allez, c'est parti. On va essayer de faire ça bien. Donc, je vous remercie déjà de vous être inscrit et d'être venu sur cette conférence. Je me présente, je m'appelle Benjamin et je suis fondateur du centre VitaSphere, un centre de formation au métier du bien-être. Et donc, on a eu l'idée d'organiser cette conférence. Elle est née il y a 12 ans, quand j'ai lancé mon premier cabinet de shiatsu, parce que je suis spécialiste en shiatsu et masseur professionnel. Et donc, quand j'ai monté mon premier cabinet en 2008, je me suis retrouvé au commissariat pour exercice illégal de la médecine. À l'époque, avec une information judiciaire engagée sur demande de l'ordre des médecins. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et ce qui m'a permis tout de suite d'être en place, eh bien, c'est le fait que j'avais tout de suite compris en me lançant dans le métier du bien-être, qu'il était important de suivre une ligne directrice sur la position que devait prendre le praticien bien-être. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé puisqu'ils ont compris que je revendiquais pas d'être des métiers de la santé. Donc, suite à ça, j'ai passé les 10 dernières années essayer de structurer cette idée-là et essayer de comprendre En comment prison. et de développer cette idée du massage bien-être de manière à ne pas être, il y a encore des demandes qui rentrent, de manière à ne pas être embêté et de trouver notre place, une place exacte qui est la nôtre. Donc voilà, j'ai 42 ans et je suis donc formateur dans les métiers du bien-être depuis 2017. On a créé le centre VitaSphere en 2019. Jacques, qui va se présenter juste après, qui va commencer la conférence, m'a rejoint en début d'année pour développer ce centre et donc tous ces métiers autour du massage et du shiatsu traditionnel. Voilà, je laisse la place à Jacques qui va commencer et qui va vous parler un petit peu, vous présenter le contenu de la formation, de la conférence. Pardon. Bonjour, je m'appelle Jacques, de profession kiné, ostéopathe, entre autres, et formateur en massage bien-être et en massage thérapeutique depuis pas loin de 18 ans maintenant. L'objet de la conférence, enfin de l'information conférence aujourd'hui est autour du massage. Un petit parallèle entre le massage bien-être, le massage thérapeutique et tout ce que l'on peut en dire en fait. À comprendre déjà, la première des choses, c'est que le massage est la forme de soin la plus simple et la plus instinctive et également la plus évoluée qui puisse exister. Au niveau de son historique et de ses origines, l'homme de Cro-Magnon se cogne dans sa caverne ou prend un coup de massue, il va se frotter la tête par exemple, et c'est une des premières formes, du massage qui était et qui existait pour disperser la douleur qui avait été générée par le coup direct. Mais les origines remontent à plus de 15 000 ans, 10 000 ans d'âge dans différentes contrées, en Inde, en Asie, chez les Amérindiens, chez les Gallo-Romains. Et aujourd'hui, dans nos contrées d'Europe occidentale, on essaie de donner un cadre au massage, de donner des définitions. Selon le Larousse, c'est un ensemble de techniques qui utilisent les mains par différentes techniques, des effleurages, des pétrissages, des pressions, pressions glissées, vibrations, percussions. Et ces techniques s'exercent sur les différentes parties du corps dans un dessin thérapeutique. Ça, c'est la définition propre du Larousse. Selon Wikipédia, le massage ou la massothérapie est l'application d'un ensemble de techniques manuelles qui visent le mieux-être des personnes grâce à l'exécution de mouvements des mains sur les différents tissus vivants. Cette thérapie agit entre autres sur la peau, les muscles, les tendons, les ligaments
et elle vise à améliorer la santé physique et également psychique. On a essayé avec Benjamin de faire une synthèse un petit peu et de créer notre définition, la définition de Vitaesphère, qui dit que le massage est l'application d'un ensemble de manœuvres telles que les effleurages, les pressions, pression glissée, pétrissage, friction, percussion, grâce à l'exécution de mouvements avec les mains, mais également avec d'autres parties de notre corps. On peut masser avec les coudes, on peut masser avec les pieds, on peut masser avec les avant-bras. Le massage agit sur les tissus mous du corps humain afin de détendre la structure anatomique, d'équilibrer les fonctions psychologiques, énergétiques du corps, que ce soit dans une approche de bien-être physique ou psychologique, ou même thérapeutique. Donc, dans notre définition, on ne fait pas la différenciation entre le bien-être et le thérapeutique. L'étymologie du mot massage a plusieurs origines. En langue arabe, on dit marche et ça signifie frotter doucement. En langue hébraïque, on dit masèche, qui peut être traduit par palper. En grec ancien, on dit massain, qui veut dire pétrir avec les mains. Et en latin, manas, qui évoque les mains. Il faut attendre le 19e siècle pour que le terme massage soit adopté en France, puis dans tout l'Occident. Pourquoi faire une distinction entre le massage thérapeutique et le massage bien-être? À notre avis, la notion de massage ne différencie pas les aspects thérapeutiques et de bien-être. C'est l'histoire du massage en France qui a introduit cette distinction. En effet, le massage s'est développé il y a plus de 15 000 ans dans toutes les grandes civilisations. Et c'est à l'époque gallo-romaine qu'il émerge en Occident. En France, le massage se structure autour des premières écoles de gymnastique médicale, après Pierre de Coubertin. Et c'est des massages hygiéniques à l'origine des écoles de kinésithérapie en 1946, la création du premier diplôme d'État. Dès lors, le mot massage est strictement réservé aux masseurs kinésithérapeutes. Il a fallu attendre la loi de santé du 16 janvier 2016 qui met fin à ce monopole. Avant 2016, toutes les personnes non masseurs kinésithérapeutes étaient censées faire du modelage. Et le mot modelage est une hérésie totale, puisque ce n'est pas du massage. Le modelage, c'est modifier la structure et la silhouette du corps. Donc, la loi de santé de janvier 2016 met fin à ce monopole. Elle introduit la distinction entre le massage thérapeutique et le massage non thérapeutique pratiqué par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur kinésithérapeute. Le champ de compétences du masseur kinésithérapeute, c'est 1. Les troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, 2. Les déficiences ou les altérations des capacités fonctionnelles. A contrario, entrent dans le champ du bien-être les autres compétences et notamment celles non validées et enseignées en école de kinésithérapie. Il reste alors bien évidemment à définir le champ des compétences du praticien en bien-être. Le premier élément consiste à dire qu'il est de la compétence du masseur bien-être tout ce qui n'est pas de la compétence exclusive du kinésithérapeute. Avez-vous des questions? Non, c'est bon? Pas de questions, tout va bien. Alors l'idée, c'était quand même juste d'introduire cette notion-là, parce que en expérimentant le bien-être, on se rend compte que souvent, dans les métiers du bien-être, on se pose la question de la légitimité. Excuse-moi, Jacques. Ah oui, au contraire. Et souvent, on entend dire finalement que dans le massage, on fait de la détente.
Et il y a quelques jours, avec une des personnes qui est ici, Stéphanie, on est en train de traiter les définitions, de regarder les définitions exactes des mots. Et je ne sais pas si il y a beaucoup de praticiens parmi vous, mais souvent quand on dit, nous on traite les tensions. Et donc on se dit, bah, finalement, le médecin il va traiter la maladie, il va traiter. Et nous, pour ne pas aller trop loin, on se dit, nous on traite que les tensions. Sauf que quand on prend la définition d'une tension, une tension, c'est quelque chose qui va craquer. Donc ça veut dire qu'on arrive juste en amont du craquage, quoi. Donc on arrive juste avant que ça explose. Et donc souvent, on va réduire notre compétence, on va réduire notre regard sur notre propre métier du fait de ce poids juridique qui pèse sur nous, des craintes qu'on a vis-à-vis des métiers de la santé. Voilà. Et donc, ce qu'on va montrer là, c'est ce que Jacques va attaquer maintenant, c'est tous les enjeux du massage sur le corps humain, donc les effets concrets du massage pour le corps humain, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que le massage, c'est un acte préventif et qui est important pour le corps. Et donc, pour ça, il faut en cibler tous les aspects. Voilà, à toi, mon Jack. Yes, I go. Les enjeux du massage bien-être pour le corps humain sont en premier, comme nous avons dit dans la définition tout à l'heure du massage, la détente des structures anatomiques. Et les structures qui vont être mises en avant lors d'un massage vont être bien évidemment la peau, en deuxième le muscle et en troisième toutes les fonctions circulatoires, toutes les fonctions vasculaires. Que peut-on dire de la peau? La peau, c'est un organe qui est le plus grand et le plus court de notre corps humain. Sa superficie peut avoisiner jusqu'à 2,5 mètres carrés et son poids environ 4 kg. Son épaisseur, selon les endroits, peut varier entre 1 et 4 mm. Elle fait partie du système tégumentaire qui regroupe également des annexes cutanées comme les ongles, les poils, les cheveux, les glandes sudoripares et les glandes sébacées. Les glandes sudoripares sont celles par lesquelles la transpiration est créée. Et les glandes sébacées, on en a par exemple dans les oreilles qui créent le cérumen, dans les glandes mammaires qui créent le lait maternel, etc., etc. Et notre peau est constituée de 3 couches superposées qui s'appellent l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc, on ne va pas rentrer en détail dans l'anatomie proprement dite de ces 3 couches, mais des notions importantes à dire comme le massage nourrit la peau avec un choix de produits de massage qui peuvent être des crèmes, qui peuvent être des huiles, qui peuvent être des beurres. Il échauffe la peau grâce à l'action mécanique des différentes manœuvres de massage qui induisent un dégagement d'énergie et donc un dégagement de chaleur. De par le dégagement de chaleur, il va y avoir une vasodilatation réflexe qui se met en place avec une amélioration du flux sanguin, la coloration rouge des tissus de proximité, ce qui améliore l'apport en oxygène, en nutriments et, de par ce fait, permet l'élimination des déchets, dont le gaz carbonique, par les réseaux veineux et lymphatiques. Le massage sur la peau agit de manière indirecte en améliorant son élasticité, il la décongestionne et il agit également sur la thermorégulation. Les techniques que nous utiliserons sur les prises de contact seront les effleurages, les pressions glissées, et pour des techniques un peu plus abouties, en fonction de la profondeur que l'on veut induire, nous aurons des pressions glissées profondes, des pétrissages, des frictions, etc., etc. Ensuite, le massage agit, on a dit tout à l'heure, sur le muscle. Et nous avons des actions directes sur le muscle par de la mobilisation, de l'étirement. Les effets du massage, de l'action mécanique liée à la chaleur, à l'élasticité, permettra d'améliorer le relâchement des muscles, de redonner de l'élasticité musculaire,
du redonner du mouvement à la fibre musculaire intime, à inhiber les capteurs sensoriels. On améliorera bien évidemment la nutrition, l'oxygène et les nutriments qui sont liés, qui sont amenés par le réseau vasculaire. La vascularisation également par des manœuvres d'élimination de déchets et d'acide lactique permettra la diminution de l'inflammation, la dispersion de la douleur, l'augmentation de la résistance à la douleur également. On agit par des techniques de pression glissée, de pétrissage, de friction, de pression, de percussion, de ponçage. On travaillera sur les points gâchettes, que l'on appelle également les trigger points. Et de par ce fait, on améliorera grandement la mobilisation articulaire. Le muscle est un organe qui est essentiel et son rôle dans notre corps est de mobiliser les articulations. Notre corps est une charpente composée d'os et les os sont unis entre eux par des articulations. Et le seul moteur de notre articulation, c'est le muscle. Donc nous aurons un travail considérable de par les effets du massage sur ces muscles. Le réseau vasculaire est très important. Le premier muscle qui concerne le réseau vasculaire, bien évidemment, est le cœur. On a un cœur droit, on a un cœur gauche. Le cœur droit récupère les eaux usées, le sang usé chargé de toxines, de déchets, et va aller dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit, être éjecté dans les poumons pour être à nouveau filtré, pour être réoxygéné, avant de revenir dans le cœur gauche par l'oreillette et le ventricule et d'être expulsé par le réseau artériel. Grâce au sens de circulation, au niveau des artères hépatiques et au niveau des artères autour des intestins grêles, le sang oxygéné va se charger en nutriments et va aller partout dans le corps pour aller nourrir l'intégralité des cellules de notre corps. Nous avons bien évidemment au niveau des artères qui sont les plus gros vaisseaux, qui se subdivisent en artérioles, et l'unité motrice la plus intime et la plus petite est le capillaire, lieu d'échange entre nutriments d'un côté et récupération des déchets de l'autre. Au retour, système de retour, on a les vénules, les veines, qui arrivent donc par les veines caves supérieures et inférieures se rejeter dans le cœur droit. Et nous avons également un deuxième réseau en parallèle qui est un réseau très important, qui est le réseau lymphatique, qui est composé à 90% de liquide, d'eau, de liquide interstitiel, et le reste du temps, il est composé de globules blancs, il est composé de protéines et il est composé de déchets. Et le réseau lymphatique, qui fait partie du réseau vasculaire proprement dit, est le deuxième maillon de notre système immunitaire. Le premier étant la barrière que constitue la peau. Les techniques d'élimination des déchets et des toxines, lorsqu'on est en superficie ou en profondeur, peuvent être réalisées par des simples manœuvres d'effleurage, de pression glissée, mais également par des techniques de drainage. Donc le plus connu, bien évidemment, est le drainage lymphatique, qui est une manœuvre de pression successive et de mouvements alternatifs entre l'appel et le refoulement. Mais il existe également d'autres techniques et d'autres possibilités de masser avec des objets contendants comme les ventouses qui permettent de rétablir les voies de circulation et les canaux de circulation. Le grand
objet également du massage et la grande vocation également du massage est de vouloir essayer de travailler à la rééquilibration de nos systèmes nerveux. Les systèmes nerveux sont composés de deux parties. La première, c'est le système nerveux central, qui est le centre de traitement de l'information. Et il est composé d'une part du cortex et d'autre part de la moelle épinière. Le cortex qui est compris, qui est caché dans la boîte crânienne, et la moelle épinière qui, elle, est cachée dans l'arc, dans la colonne vertébrale. Le système nerveux central a son pendant qui est le système nerveux périphérique, qui est formé des ganglions et des nerfs. Il relie le système nerveux central au système nerveux périphérique. Et nous avons des subdivisions au système nerveux périphérique, dont la plus connue est celle dont que nous allons évoquer, est le système nerveux autonome, qui est également appelé système nerveux végétatif. Son rôle est de diriger et de coordonner les fonctions internes de l'organisme, comme la respiration, la régulation cardiaque, la circulation sanguine, la tension artérielle, la digestion. Et le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, est autonome et est géré par des mécanismes involontaires. Il se différencie en système nerveux sympathique qui, pour simplifier, met en alerte l'organisme et le prépare aux activités physiques et intellectuelles. Les ganglions sympathiques sont organisés en deux chaînes, le tronc sympathique situé de chaque côté de la colonne vertébrale. Le prolongement des neurones préganglionnaires, par contre, sont courts et innervent les ganglions de proximité. Il existe deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle dominant, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui permettent à exacerber la vigilance de notre organisme. Les actions essentielles du système nerveux sympathique, c'est qu'il provoque la dilatation de la pupille, la mydriase, il diminue les sécrétions salivaires, accélère le rythme circulatoire, il est bronchodilatateur, il accélère le rythme cardiaque, il est responsable de la tachycardie, il inhibe la digestion. Par contre, il stimule la libération du glucose par le foie, augmente la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par les glandes surrénales, il provoque le relâchement de la vessie, stimule les organes génitaux et enfin stimule les glandes sudoripares, entraînant une forte augmentation de la transpiration. Le pendant du système nerveux sympathique, c'est, vous l'avez compris, le système nerveux parasympathique, qui lui produit le ralentissement général de l'organisme, excusez-moi, qui lui provoque le ralentissement général de l'organisme pour en retrouver les conditions normales de fonctionnement. Le neurotransmetteur principal est l'acétylcholine. Les actions du système nerveux parasympathique, à contrario du système nerveux sympathique, sont les fonctions qui rétablissent l'équilibre. Donc, il va provoquer la contraction de la pupille de l'œil, ce que l'on appelle le myosis. Il va stimuler les glandes salivaires. Il va ralentir le rythme respiratoire et il aura un effet bronchoconstricteur. Il va ralentir le système cardiaque. Il va stimuler par contre la digestion en augmentant le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la progression des aliments et la progression des contractions des différents tuyaux liés à la digestion, intestin grêle et le côlon. Il va contracter la vessie, relâcher les organes génitaux. De par ce fait, les fonctions cardio-respiratoires vont être équilibrées. La respiration va
être à nouveau calme, le rythme cardiaque va être abaissé, les fonctions immunitaires, elles, vont être optimisées, enrichissement de l'oxygène, on aura une meilleure stimulation des voies d'élimination naturelle, avec le rein qui va éliminer les toxines, et on aura une fonction digestive qui va nous permettre d'avoir le besoin de recharger les batteries, de ramener des aliments et des nutriments, puisque le système nerveux sympathique, lui, aura consommé beaucoup d'énergie. Voilà, si vous avez des questions, pour ma part, Benjamin, j'ai fait à peu près le tour. Ok. Ok. Bon, alors j'espère que c'est complexe. Là, vous avez le niveau de ce qu'on partage en formation. Donc, c'est beaucoup d'informations. Ce qui est Mais au moins important, rapide. ouais, ce qui est important, c'est que donc Jacques est pointu là-dessus, hein, puisque pour le centre de formation, il nous a fait un bouquin de 300 pages à peu près, qui reprend toute l'anatomie, la physiologie et tout. Donc, il aime 180, ça et vous avez pu 189. constater qu'il aime bien en parler. Ce qui est super important, en fait, c'est que quoi que vous fassiez, nous, dans le mot massage, on met tout. C'est-à-dire que souvent, il y a des discussions à savoir si du shiatsu, c'est du massage, et ainsi de suite, quelle technique est du massage ou pas. Si on prend la définition du massage, à partir du moment où on pose les mains et on agit sur le corps, on est dans le cadre du massage, quelle que soit la technique qu'on va utiliser. Et donc, quel que soit votre style de massage, que vous preniez, que vous alliez du massage corps avec huile au shiatsu, au massage thaï, et voire à des techniques peut-être plus subtiles dans le reiki et ces choses-là, à partir du moment où vous allez générer un effet sur le corps, à partir du moment où vous allez générer une coloration de la peau, vous allez agir sur la peau, vous allez agir sur le système vasculaire. À partir du moment où vous allez poser vos mains et que vous allez faire un massage californien, vous serez dans de l'effleurage et de la pression légère, et ben vous allez avoir une action sur le musculaire aussi, vous aurez une action sur la peau, sur le système nerveux autonome, sur et sur tous les systèmes du corps, sur le système lymphatique. Donc, vous allez aller un peu plus en profondeur avec des massages un peu plus musculaires, avec du massage suédois. Et ben, vous allez être dans le musculaire directement, mais quand vous allez intégrer de la mobilisation articulaire, vous allez commencer à bouger les articulations de votre client, vous allez être dans un schéma où vous allez provoquer des réactions, y compris hormonales, comme on verra tout à l'heure. Donc, quel que soit le type de massage, lorsqu'on pose les mains sur les gens, on a des effets physiologiques et sur la structure qui sont quasi immédiats et qui sont hyper importants et essentiels. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir déjà de cette première partie. Tu as fini sur tes anatomies physio? Oui, sur anatomie physio, oui. Après, on évoquera un petit peu plus tard, si tu veux, les effets du massage sur d'autres systèmes, mais pour ma part, j'ai fini. Ouais. Donc, ce qui était important, c'était vraiment d'avoir cette idée que le massage, il est juste fondamental au niveau de la structure et de la physiologie du corps. Moi, je suis plutôt spécialisé dans les circuits énergétiques et pas dans tous, hein, évidemment. Moi, c'est le shiatsu, donc je suis plutôt basé sur les méridiens tendinomusculaires. Et le massage, on constate que quand on travaille, que ce soit par le shiatsu ou par le massage corps, on va avoir un effet, par exemple, sur la régulation, le rééquilibrage de certaines fonctions, comme par exemple ce qu'on appelle les 3 foyers. Donc les 3 foyers, c'est ce qu'on appelle les foyers comburatoires, foyer alimentaire et le foyer génétique. Donc c'est des foyers ancestrales, c'est des foyers qui sont situés sur le corps humain, donc au niveau des poumons, cœur-poumon. Vous avez au niveau du thorax en bas, au niveau du nombril, ça va être le foyer alimentaire. Et puis en bas, vous avez le foyer génétique. Et donc ces foyers-là, c'est des sources de chaleur. Donc je ne vais pas rentrer dans un cours théorique sur comment circule l'énergie et tout ça, mais ce qui est important, c'est que cette chaleur, vous la sentez. Quand vous faites du massage, vous sentez au niveau du plexus, on va sentir de la chaleur au niveau du plexus, on va sentir de la chaleur au niveau du ventre, et on peut sentir de la chaleur au niveau du bas du ventre. Et ces sources de chaleur, elles régulent, en fait, c'est l'explosion chimique qui a lieu et qui va créer l'énergie, ce qu'on va appeler l'énergie. Donc, on ne va encore pas rentrer ici dans la description de l'énergie et tout ça, mais on va avoir un effet immédiat sur le système énergétique. Donc, par le massage et simplement
par la technique, on va activer ces 3 foyers et donc on va améliorer l'énergie comburatoire qui est l'énergie de la respiration, l'énergie alimentaire qui est l'énergie transmise par les aliments qui est au contact de l'estomac. Quand on passe dans le duodénum, et ben vous avez les acides de la vésicule biliaire, les acides biliaires et les acides pancréatiques qui viennent attaquer ce qu'on appelle le chyme, là, toute cette matière qui est transformée à cet endroit-là. Et cette explosion chimique va générer une chaleur qu'on va appeler le foyer moyen, qui est le foyer alimentaire. Et puis en bas, c'est pareil, c'est le foyer génétique, on va être dans quelque chose d'un peu plus subtil, puisqu'on va être dans une énergie qui est transmise par les générations, on est dans des choses qui sont de l'ordre de la transmission, et l'énergie qui est liée à la sexualité. Et donc, ces 3 foyers, eux, ils sont présents. Et quand vous allez masser, on va sentir, quand vous longez la colonne vertébrale, quand vous massez quelqu'un, des fois, on sent la chaleur à certains endroits, sur des centres énergétiques. Quand on masse le ventre, on va sentir aussi cette chaleur sur le haut du ventre, en bas du ventre. Et donc, le massage va déjà avoir un effet immédiat sur ces 3 foyers. Quand on va masser, on va aussi avoir un effet important sur une énergie qui est fondamentale, qu'on appelle l'énergie Wei, l'énergie de défense. Donc ça, c'est l'énergie sur laquelle travaillent beaucoup les énergéticiens qui font du shiatsu comme moi, ou tout ce qui va être sur le travail musculaire. Quand on travaille sur les chaînes musculaires, vous avez donc cette énergie de défense qui est transformée. Donc, on parlait des 3 foyers tout à l'heure. De manière schématique, vous avez les 3 foyers. Ces 3 foyers vont fabriquer cette énergie de défense qui va circuler dans l'ensemble du corps par ce qu'on appelle donc les méridiens tendinomusculaires. Et donc, ces méridiens tendinomusculaires, c'est des circuits d'énergie qui longent les chaînes musculaires. Et cette énergie de défense, elle est fondamentale puisque c'est celle qui est à la superficie de la peau, c'est celle qu'on va sentir ici et qu'on peut sentir quand on met sa main, on va sentir la chaleur plus ou moins haut. C'est une énergie qui est palpable, qui est puissante. On dit que c'est la plus yang des énergies du corps humain. Et cette énergie-là, elle va circuler dans le corps, mais si jamais vous avez quelqu'un qui vient avec une fracture, avec un blocage quel qu'il soit, vous allez avoir un blocage dans la circulation de cette énergie. Par le massage, tout simplement, par de la pression glissée, par du pétrissage, par de la pression, par les protocoles de shiatsu, par la mobilisation articulaire, vous allez réaligner les segments, vous allez réaligner ces canaux d'énergie et vous allez permettre à cette énergie de défense de circuler dans le corps. Ça va, je ne parle pas trop vite? Parfait. C'est bon? Et donc, le massage, il va avoir un effet important sur la régulation de ces 3 foyers, de cette énergie de défense. Et puis, sur une troisième que je voulais aborder aussi, parce qu'elle est fondamentale, c'est quand vous travaillez sur l'énergétique et que vous faites du massage, vous allez agir sur ce qu'on appelle les grands méridiens. Donc, vous avez les méridiens tendinomusculaires, on en dénombre 12, qui portent tous le nom d'un organe. On parle du méridien poumon, du méridien vessie, du méridien vésicule biliaire. Et vous en avez 12 qui correspondent donc aux 5 organes, aux 5 viscères. Et puis vous en avez 2 qui sont des fonctions à part, sur lesquelles je ne vais pas m'étaler ici parce que ce sera un peu complexe. Mais ces 12 méridiens, vous pouvez les réunir. Vous en avez donc 6 sur le haut du corps et puis 6 sur le bas du corps. Vous pouvez les réunir un par un entre un méridien du haut du corps et un méridien du bas du corps. Et ces grands méridiens, qui vont partir donc du haut de la tête jusqu'au bout des pieds, ces grands méridiens, ils vont faire des strates dans le corps humain, du plus profond au plus superficiel. Et ces strates-là, c'est ce qui va nous protéger de l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc tout ce qui est énergie, tout ce qui vient du climat. Donc ce qu'on appelle nous les énergies exogènes. Donc tout ce qui va être lié aux énergies climatiques. Et ces strates-là, si vous êtes malade, si vous chopez une grippe, si vous chopez une maladie, c'est parce que vous avez, à un moment donné, ces 6 strates, elles ont été affaiblies et la maladie a pu pénétrer. L'énergie exogène est rentrée et a provoqué la maladie. Et donc, par le massage, le fait de pouvoir lisser ces méridiens, de pouvoir activer la circulation dans ces 12 méridiens, vous allez aussi pouvoir activer l'énergie dans ces 6 grands méridiens et vous allez pouvoir protéger le corps et améliorer la protection du corps face aux énergies dites exogènes. Donc le massage, il va nous protéger en venant renforcer l'énergie qui est à l'intérieur, et puis il va nous protéger aussi en développant l'énergie qui est à la superficie, et puis il va nous protéger de tout ce qui nous environne. Donc le massage, il a vraiment une portée globale. Et donc ce qui m'intéressait d'essayer de démontrer au travers de cette première partie avec Jacques, c'était que les enjeux sont majeurs quand on fait du massage. C'est fondamental.
C'est-à-dire que quand vous avez fait du massage, vous avez agi sur la structure, sur les tissus mous, vous avez agi sur tous les systèmes du corps humain, jusqu'à l'immunité, et vous avez agi sur le système énergétique. Donc, vous avez agi sur l'intégralité de la structure humaine, entre guillemets, du corps, sur le corps matériel. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions. Ça va? C'est intéressant, ça vous va? On continue? Oui. Alors donc, là, quand on a parlé de ça, alors mis à part le circuit énergétique, évidemment, qui est un peu à part, je dirais, pour des vis-à-vis des professions de santé, sur toute la première partie, sur le travail sur les systèmes, sur toutes les fonctions physiologiques et sur l'anatomie, finalement, là, on se retrouve carrément dans une proximité avec les massages ou avec les techniques qui peuvent être utilisées par les kinésithérapeutes, par exemple, qui ont la compétence pour agir de cette manière-là. Alors après, ce qui est important pour nous en praticien bien-être, c'est de se différencier de ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jack, ça te fait rire? Oui, pas tous. Hein. Hein, oui, pas tous. Non, pas tous, mais ceci ils sont pas tous égaux. Oui. Non, on n'est pas là. Le but, c'est absolument pas de les critiquer ici. C'est vraiment de dire que justement, ce qui va amener la différence sur nous en tant que praticien de bien-être, ça va être la vision holistique. C'est la vision holistique qui va venir caractériser notre travail. Alors, la vision holistique, c'est quoi? Encore une fois, c'est souvent quelque chose qu'on voit écrit à droite et à gauche. La vision holistique, c'est vraiment travailler sur le tout, travailler sur le corps dans son intégralité. Et la qualité du praticien bien-être, c'est qu'il, lui, part d'un principe, à mon sens, de base, c'est ce qu'on va appeler l'unicité du corps. Le corps est un tout. Donc, on va pas s'occuper du segment. Pour nous, si on a mal au bras, vu qu'on travaille sur les systèmes énergétiques, on va pouvoir aller voir si c'est pas un circuit. Donc, on va pouvoir faire une relation avec un organe, avec autre chose. Si on a mal à la tête, ça peut venir, encore une fois, d'un organe. Ça peut être le foie, ça peut être la vésicule biliaire. Il peut y avoir plein de paramètres. Et donc, on doit avoir une vision globale. Donc, on va avoir une vision holistique du corps humain. Un des rapports sur lequel on va travailler, c'est ce qu'appellent les ostéopathes la relation métamérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais c'est l'idée que vous avez dans l'embryon, vous avez tout, comme dans un œuf, vous avez le jaune d'œuf, et ben vous avez tout dedans. Et quand le corps humain va se développer en grandissant, et ben ce tout va se transformer en jambes, en bras, en organes, en tissu mou, en os. Mais malgré tout, chaque partie va garder en mémoire une partie de cet embryon de départ. Donc en fait, il y a une trace à peu près de tout partout. Et donc, on va être capable de travailler par cette relation métamérique, par exemple, entre certaines vertèbres, de faire un lien entre une vertèbre et un organe. On va pouvoir travailler par des tranches. Vous allez travailler un organe sur un bras ou sur l'autre bras, sur les pieds en réflexologie plantaire, sur les circuits énergétiques en shiatsu, de 10 000 manières différentes, de 10 000 techniques différentes. Mais dans tous les cas, on va revenir à cette idée que le corps, c'est un tout, et que donc on peut travailler. Vous avez quelqu'un qui a un bras cassé, par exemple, en shiatsu, on a une technique qui consiste à dire, vous avez un bras cassé, et bien vous allez travailler sur la jambe opposée pour traiter la partie, le bras cassé. Donc, on peut travailler, on peut ouvrir, on a une ouverture qui nous permet d'aller trouver, entre guillemets, une technique adaptée à chaque chose, parce qu'on a cette vision globale. Ensuite, on a les points énergétiques dans cette unité du corps. C'est-à-dire que pour nous, moi, personnellement, je vais travailler sur les points, ce qu'on appelle les tsubo, donc ces points d'énergie qui sont matérialisés comme des espèces de petites cavités fermées. Et puis, cette cavité fermée, nous, on vient mettre le pouce dedans, et puis on va appuyer tout doucement pour que ça rentre tout doucement, et puis à un moment donné, ça va s'ouvrir, et puis l'énergie, cette matière subtile va pouvoir se libérer et circuler dans le corps. Et ce tsubo, lui, il va avoir des points d'action, c'est un point de traitement qu'on va utiliser, et il peut être situé n'importe où. Donc on a des points, on a les pointings qui sont situés au bout des doigts. Les pointings, ils vont avoir un effet sur le corps. On a des points, ce qu'on appelle les points mo, les points mi, les points zi, des quantités de types de points différents qui nous permettent d'agir sur des organes, sur des viscères, un peu partout comme on veut. Donc encore une fois, le corps est un tout.
Oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que de la même manière, à mon sens, ce qui est important pour nous et ce qui ramène au massage, c'est que la structure, j'aime bien la phrase des ostéopathes qui dit la structure gouverne la fonction. C'est quelque chose que je trouve juste. C'est-à-dire que si on travaille bien sur le corps en superficie, qu'on travaille bien et qu'on permet au corps, à la structure d'être à sa place, donc au tissu mou d'être libre, de fonctionner correctement, ça va permettre à l'énergie de circuler correctement et ça va permettre donc au corps dans son intégralité, y compris dans ses organes, de fonctionner correctement. Voilà. Est-ce que ça va sur l'unité du corps? Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce qu'il y a des praticiens et est-ce que ce qu'on dit là, ça vous paraît juste? Oui. Oui. Oui, ben, évidemment. Hein. Oui. Ok, ok, on continue comme ça. Voilà, donc ce qui va faire la qualité du praticien, à mon sens, ce qui va faire la différence entre là où on va attaquer la différence entre le praticien de santé et le praticien bien-être, c'est que nous, on va avoir cette vision holistique. On doit avoir cette vision holistique. La deuxième chose, c'est l'approche globale du bien-être. Alors, chose étrange, c'est que depuis 12 ans que je suis là-dedans et que je travaille sur ce sujet, je ne me suis jamais posé la question de la définition du bien-être. Et encore une fois, sous influence, je ne dirais pas de qui, je me suis mis à chercher la définition, on a cherché la définition du bien-être et je la cherche parce que je voulais vous la donner. En gros, le bien-être, c'est un état d'équilibre entre 6 variables qui ont été déterminées, qui sont les aspects émotionnels, intellectuels, professionnels, social, spirituel, et il m'en manque un. Émotionnel, émotionnel, intellectuel, professionnel, physique, pardon, physique, social et spirituel. Donc le physique, on le met de côté puisqu'on l'a traité dans toute la partie 1. Le physique, on le retrouve dans toutes les techniques, y compris de santé. Mais par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que nous, finalement, en tant que praticien bien-être, puisqu'on se définit comme tel, est-ce qu'on est capable d'agir sur tous ces aspects-là qui sont dans cette définition et sur lesquels et qui finalement devraient nous correspondre. Et donc, dans ces aspects, la question du physique, on a dit qu'on l'évinçait puisqu'on l'a déjà vu, ça c'est bon, c'est acté. Il nous reste l'émotionnel, l'intellectuel, le professionnel, le social et le spirituel. Le spirituel, je l'évince aussi, parce que là, on touche à des aspects un peu différents et on pourrait en discuter. Mais si je prends les 4 restants, en fait, on a un moyen d'action qui est pour moi la clé du praticien bien-être, qui en tout cas pour moi est l'outil fondamental et sur lequel je travaille, qui vous a été décrit par Jacques, qui est le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, pour moi, c'est juste un truc qui est fabuleux, parce que c'est un système qui est délaissé par le système de santé, qui ne le traite que par la chimie. Alors, le système nerveux autonome, c'est très simple. Hein. C'est un rythme binaire. Alors, on ne va pas les opposer, mais par contre, on va considérer qu'ils évoluent l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand il vous a dit, Jacques, que vous aviez l'orthosympathique et le parasympathique. Vous avez le système du stress, le système qui permet d'agir quand vous êtes stressé, c'est l'orthosympathique qui va s'activer, qui va répondre à ce qu'on appelle les stimuli nocifs. Et ce système nerveux orthosympathique, donc il va réagir à tous ces stimuli. Et les stimuli nocifs, vous en avez tout le temps. Hein. Les stimuli nocifs, c'est la pub, vos voisins, votre patron ou vos collègues, vos clients, vos fournisseurs. Le bruit, la lumière quand elle est trop forte. Tout ça, c'est des stimuli. Et il y en a d'autres. Hein. Vos enfants, on les adore, on les aime tous, nos enfants. Mais par contre, quand on rentre à la maison, ils nous activent tous, c'est des stimuli nocifs. Nos conjoints et ainsi de suite. Et ces stimuli nocifs font que ça va activer l'orthosympathique. Le problème de l'orthosympathique, c'est qu'il va du coup rester en éveil. Et puis, vous avez le parasympathique qui ne pourra pas compenser et se mettre et s'activer complètement. Donc, si vous êtes trop en état de stress, eh bien, vous allez avoir un impact permanent de l'orthosympathique et un parasympathique qui ne pourra pas s'activer. Et le parasympathique, c'est quoi?
c'est l'énergie qui revient au centre du corps pour bien manger, bien dormir, pour vous… Bien respirer. Et puis pour reconstituer les réserves, quoi. C'est le moment où le corps je ne trouve pas le mot, mais se régénère, voilà. Donc le parasympathique, c'est lui qui vous permet de vous régénérer. Si vous ne l'activez pas, c'est foutu. Vous ne pourrez pas, vous allez être bloqué là-dedans. Donc votre orthosympathique, il va se développer à bloc. Vous avez la notion de stress qui va arriver là-dedans, hein. Vous allez vous retrouver en état de stress, en état de… vous n'êtes pas bien, et vous allez là, même bloqué. On en discutait ce matin avec une personne qui s'intéresse pas mal, qui est Sophie, qui n'est pas loin, qui doit être encore là. Vous bloquez les 4 hormones du bonheur quand vous allez faire quand vous allez bloquer les productions d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine et il m'en manque une, sérotonine et je l'ai, elle n'est pas loin, et d'endorphine, pardon. Donc vous allez bloquer Tu peux répéter, Benjamin? Quand vous êtes en état de stress, le stress va bloquer la production des 4 hormones du bonheur, qui sont l'ocytocine, l'endorphine, la dopamine et la sérotonine. Et à savoir, si je peux me permettre, Benjamin, à savoir que c'est parce que vous avez de l'ocytocine dans le corps que la dopamine, enfin que les 3 autres vont se générer dans votre corps. Si vous n'avez pas l'ocytocine, vous n'allez pas générer les autres hormones du plaisir, entre guillemets. Tout à fait. Ouais, donc le stress a un impact qui va être sévère sur le corps humain. Et donc, l'outil dont on dispose, c'est le système nerveux autonome. C'est nos mains, pardon. L'outil dont on dispose, c'est nos mains. Mais on va pouvoir agir grâce à ça sur ce système nerveux autonome. Alors, le parasympathique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le parasympathique, vous ne pouvez pas agir dessus directement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Lui, il est autonome. Et on n'a aucun moyen d'action. On ne peut pas décider de l'activer. C'est-à-dire, tiens, du jour au lendemain, là, tout de suite, j'ai envie de l'activer pour être bien, j'ai envie de dormir. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir trouver des subtilités. On sait aujourd'hui que le système nerveux, le parasympathique, il est relié au rythme cardiaque. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'on peut influencer le rythme cardiaque par la respiration. C'est comme ça qu'a été développée la cohérence cardiaque. Donc, vous avez des outils qui ont été développés pour ça. Donc, quand vous faites de la cohérence cardiaque, vous régulez le rythme cardiaque, vous le rendez régulier, et en le rendant régulier, vous permettez au parasympathique de s'activer. Donc ça, c'est des outils supplémentaires dont dispose le praticien bien-être d'ailleurs, hein, qui va utiliser régulièrement. Mais dans le cadre du massage, par contre, on va être en mesure, nous, d'apaiser l'orthosympathique. L'orthosympathique, c'est une double chaîne ganglionnaire qui va longer les paravertébraux, qui passe de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui va des cervicales jusqu'au sacrum. Et donc, chaque fois que vous allez masser par de la pression glissée légère, vous allez dans l'effleurage, de la pression glissée légère, vous allez apaiser le corps et vous allez lui permettre de se détendre. Et vous allez donc réduire l'impact de l'orthosympathique. L'effet ne se fera pas peut-être tout de suite, mais par contre, la personne, en rentrant chez elle, du coup, l'orthosympathique aura diminué son état de stress, entre guillemets, et bien le parasympathique aura plus de place pour venir s'activer et régénérer le corps. Donc, le massage va directement agir sur l'orthosympathique et venir calmer la personne qui vient chez vous. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est la clé. C'est la clé parce que c'est un outil qui est délaissé et qui a une importance juste énorme parce que les gens, déjà, dans leur attitude à vouloir venir nous voir, quand ils viennent faire un massage, ils ne vont pas comme chez le kiné. Ils ne vont pas comme chez un praticien de santé. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont se détendre. Dans leur état d'esprit, ils sont déjà dans cette bulle-là, dans cette volonté d'être pris en charge. Ils vont arriver. Dès qu'on va mettre les mains dessus, l'attitude qu'on va mettre dans notre soin, dans notre massage, est déjà différente. Puisque nous, on va travailler sur cette manière de toucher, d'appréhender, et on va essayer de donner quelque chose, de transmettre un moment de détente et de relâchement. Et puis, dans la technique même, quand vous allez faire du shiatsu, vos points de pression, quand vous allez faire vos étirements sur du massage thaï, quand vous allez faire du massage suédois avec de la mobilisation articulaire, quand vous allez activer ou faire peu importe la technique, vous allez apaiser le système nerveux orthosympathique et donc vous allez permettre au corps de se calmer, de s'apaiser. Et vous allez permettre à la personne de pouvoir activer son parasympathique quand elle sera chez elle.
OK? Oui. Donc, si on prend ce paramètre du système nerveux autonome, on est complètement dans notre démarche, effectivement, d'action sur le physique par nos techniques qu'on a vues en partie 1, et sur tous les autres aspects du bien-être, et on répond là pleinement à notre définition du bien-être en elle-même. Donc, en fait, ce que je voulais essayer de vous amener, ce qui m'intéressait moi d'amener, c'était d'amener à cette conclusion-là, c'est que le massage, il agit sur l'aspect physique. Dès qu'on pose la main, on est dans un processus structurel et physiologique. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On peut comprendre l'intérêt préventif du massage dans la vie quotidienne et pour tout le monde. Mais au-delà de l'aspect physique, il va développer tout un champ d'action sur tous ces aspects émotionnels, intellectuels. Alors évidemment, on ne va pas aider les gens à réfléchir mieux, mais le fait d'être capable par le système nerveux d'apaiser le corps, les gens vont être mieux centrés. Les gens, ils vous le disent après un massage, je me sens mieux centré, je travaille mieux, je suis moins stressé, j'ai baissé mon taux de cortisol, donc j'impacte moins les effets du stress. Et qu'en fait, ce que je trouve fondamental, en fait, c'est que c'est vrai, et c'est ce qui m'a sauvé, moi, il y a 12 ans, c'est que c'est dans la posture de praticien qu'on va prendre, qu'on va pouvoir se définir comme praticien bien-être. Et que, avec ça, on doit être capable d'aller chercher les ressources qui nous différencient. Et une des premières, c'est que déjà, nous, on ne va pas chercher de résultats. Quand on va travailler sur quelqu'un, les gens, ils viennent nous voir parce qu'ils ont, on ne va pas se mentir, en massage bien-être, on vient nous voir parce qu'on a mal à la tête, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on a des soucis. Mais nous, on ne va pas chercher à soigner le mal de dos. Donc déjà, on sort du champ de la santé. Il n'y a plus de problème, on n'a plus à se prendre la tête avec ça. Nous, on va essayer d'entendre ce que nous dit la personne, mettre nos mains dessus, comprendre ses attentes et aller comprendre son besoin. Donc le besoin, c'est peut-être ce qu'elle ne maîtrise pas, ce qu'elle ne sait pas elle, que nous, on va découvrir avec les circuits énergétiques, avec nos connaissances autres, et on va lui proposer un protocole qui va être adapté, mais on n'attendra pas un résultat, parce qu'on ne maîtrise pas sa vie, on ne maîtrise pas on maîtrise pas ses comment dire, on maîtrise pas ses croyances, on maîtrise pas ses problèmes, son histoire affective, et donc la manière dont on va la toucher, dans la manière dont on va travailler, on ne peut pas être certain de la manière dont elle va prendre l'information. Donc nous, on va juste faire ce qu'on sait faire, et puis on va attendre les résultats. Et souvent, on a des résultats qui sont tout à fait intéressants, voire spectaculaires, et donc ce qu'on va faire va fonctionner, mais pas forcément là où on va l'attendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi vos remarques, n'hésitez pas à vos retours. Si vous voulez vous présenter, nous dire si vous êtes praticien et est-ce que vous… Non? Bon. Ils sont timides. Hein. Est-ce que ça va? J'ai mon stylo qui a fumé, mais sinon ça va. Ouais. Il y avait beaucoup d'informations à noter, hein, mais sinon c'était très très intéressant. Merci les garçons. C'est gentil, merci. Très intéressant. Ouais. Et pour moi qui en plus suis en formation de naturopathe, je rejoins totalement cette vision holistique en fait de la santé. Et j'en profite pour glisser qu'en ce moment, ce qui me désole particulièrement, c'est à quel point on parle de protéger les gens finalement des conséquences physiques du Covid et à quel point on ne parle pas des conséquences psychologiques et qu'on préfère laisser les gens dans la solitude plutôt que de se soucier de leur santé dans la globalité en fait. Donc on aura du boulot quand on va pouvoir reprendre. Ça, oui. Oui, je pense. Oui, oui. Alors c'était super, cool, merci. Je regarde si j'ai des questions que j'ai pour une détente. Beaucoup viennent chercher le massage bien-être, principalement pour une détente sur le moment. Les résultats ne pourront vraiment être là qu'avec de la régularité du client. Oui, complètement. Oui, la régularité, mais ceci dit, l'action qui est faite, elle a du sens. Et elle est déjà… moi, j'aime bien penser que même s'ils ne reviennent pas, parce que c'est souvent le cas hein, dans le massage bien-être, les gens ils viennent une fois,
ils viennent 2 fois, ils viennent 3 fois. Après, ça va dépendre aussi du coup. Ah, coucou Sophie, on te voit. Coucou. Donc, souvent, ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est pas grave. Ce qui a été fait est fait quand même. Et on a fait bouger les lignes. Et quand vous avez mis les mains dessus, vous avez bougé, on a vu dans la structure tout ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu une explosion, il s'est passé des choses. Et donc, on a déjà fait une partie du travail. Ce qui est, oui. Ce qui est hyper intéressant dans votre présentation et dans ce que tu disais dernièrement, c'est que la posture du praticien, elle est géniale parce que tu n'attends pas un résultat et c'est le choix du client, de la personne qui se fait masser, de réagir en fait. Oui, d'agir, de réagir, de répondre au massage. Du moment que toi, tu as cette intention de ok, j'écoute son corps, j'écoute le besoin du corps, j'écoute le besoin physique, le besoin, enfin, ce que tu sens sous les mains. Top. Oui, tu as tout à fait raison parce que tu parlais de la posture du praticien. Et là où le praticien commence à devenir dangereux, c'est quand par imposture, il va dire ne vous inquiétez pas, on va y arriver, on va faire ci, on va faire ça. Ah ouais. Dans le massage bien-être, une attention toute particulière à surtout ne pas vouloir vendre du rêve. Et pareil, c'est de pouvoir. Alors, le mot qui me vient, c'est celui-là, mais c'est pas exactement ce que je voudrais. De recadrer en fait le client pour lui dire ok, c'est vous qui faites. C'est ça. C'est vous qui avez. Voilà. C'est ça. L'intention du praticien, mais aussi l'intention du thérapeute, mais aussi l'intention de la personne qui vient nous consulter, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et c'est tout ce cheminement-là, moi qui suis aussi donc en clientèle kiné, on ne peut pas l'avoir en clientèle kiné. On n'a pas ce qualitatif-là. Et c'est vraiment très désolant dans la profession des kinés, où on est ni plus ni moins que des techniciens, où on a les gens pendant un quart d'heure à 20 minutes, et un quart d'heure à 20 minutes, on a juste le temps de se dire bonjour, et souvent pas assez de temps pour comprendre pourquoi la personne est là. Oui. Donc le métier de bien-être a ce privilège-là de pouvoir entrer dans l'intimité de la personne, dans la connaissance de la personne, et vraiment d'aller, comme l'inspecteur Gadget ou l'inspecteur Colombo, de faire une enquête très précise pour essayer de trouver ce qui embête, ce qui dérange et franchement, comment je vais pouvoir organiser quelque chose autour de tout ce que votre corps me raconte pour amener du bien-être 1 fois, 2 fois, mais aussi sur le long terme. C'est un métier qui est passionnant. J'ai Jessica qui dit, du coup, on parle de reprendre l'activité. Donc là, on sort un peu du contexte de la conférence, mais c'est pas grave. Du coup, on parle de reprendre l'activité avec des gants. Qu'en pensez-vous? Les résultats physiques seront toujours là, mais qu'en est-il des réels bienfaits du toucher? D'un point de vue physiologique et structurel, je vois pas pourquoi on n'aurait pas d'action. C'est-à-dire qu'on perdra, en fait, on va mettre pour moi, on va mettre une espèce de feuille de papier entre le corps et la main. Je pense que ça n'empêche pas. Les ostéopathes, ils travaillent, il y a certaines écoles, je ne sais pas si tu vas confirmer dans ton école d'ostéopathie, Jacques, mais il y a des ostéopathes qui travaillent avec les feuilles de papier, tu sais, le fameux exercice là. Feuille de papier. C'est comme ça que l'on apprend la sensibilité du toucher. Voilà. Et en général, on met à peu près 3 ans pour arriver à cette sensibilité-là. Ah oui. Et qui consiste à mettre un cheveu, en fait, un cheveu sous une feuille de papier A4 et de trouver, on nous met un cheveu sous la feuille de papier A4 et il faut qu'on trouve le cheveu. Voilà. Ouais. On met à peu près 3 ans à avoir cette sensibilité-là. Et donc, avec un petit gant, vous avez la sensibilité quand même. Il y a moyen d'avoir cette sensibilité et cette sensation. Après, de notre côté, il y a aussi des massages où les gens ne sont pas dévêtus. Le shiatsu. Comme le shiatsu, le massage traditionnel thaï, mais également le massage amma, mais également des techniques de massage comme la réflexologie plantaire où la distanciation sociale est préservée, grand Dieu, bonheur. Mais après, sinon, les règles d'hygiène que l'on nous indique à nous par le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, c'est
On accepte le massage, on accepte bien évidemment, mais sous couvert de bien se laver les mains avant, d'être masqué s'il doit y avoir un échange vocal, verbal et compagnie. À la fin du massage ou à la fin du soin, de se relaver les mains, plus ou moins gel hydroalcoolique en plus, de laisser la pièce où était la personne une fois qu'elle est partie pendant au moins un quart d'heure à 20 minutes ventilée et après de la désinfecter. Ça, c'est les recommandations qu'on a eues avant-hier par le Conseil national de l'ordre. Et c'est voilà, c'est bien, peut-être, même certainement, c'est très bien, mais ça demande une organisation et des contraintes supplémentaires quant à l'accueil de clients ou de patients en massage.